Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la grande messe des communes qui met au devant de la scène un chapelet de critiques des magistrats municipaux sur le système de décentralisation en vigueur au Cameroun. Malgré les assurances du gouvernement John Ngouté, les magistrats municipaux, les maires et les autres adjoints au maire critiquent le manque et l'insuffisance des ressources financières transférées aux collectivités territoriales décentralisées pour accélérer le développement local. Vous les écouterez dans ce journal. Vous suivrez également l'indignation du groupement interpatronal du Cameroun au regard de la montée des propos tribaux, mais aussi des appels à la violence et à la haine tribale au Cameroun. Réunis en conseil d'administration, le JICAM qui dénonce l'instrumentalisation des communautés ethniques au Cameroun et appelle à la préservation de la paix. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La grande messe des communes est désormais ouverte à Yaoundé avec le gouvernement qui s'engage à l'accélération de la décentralisation telle que prescrit par le chef de l'État. Cependant, ces nouvelles promesses, ces nouveaux engagements sont loin de convaincre des exécutifs municipaux. Les maires conviés à ces assises ont égrené un chapelet de critiques à l'encontre de ce système de gouvernance publique, notamment les ressources financières transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Elles demeurent insuffisantes pour impulser le développement local tant souhaité depuis de nombreuses années au Cameroun. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. 374 maires et délégués du gouvernement présents à Yaoundé aux assises générales de la commune, c'est l'occasion pour le gouvernement de repréciser ses objectifs en matière de décentralisation. L'ambition affichée du gouvernement est de faire des communes des territoires d'opportunités multiformes pour les populations et le tissu économique, de renforcer les fondations de l'institution communale. Et selon le ministre de la décentralisation, les compétences sont transférées aux communes malgré quelques infortunes. Les compétences prévues par la loi ont fait l'objet, de 2010 à 2015, de transferts complets aux communes et communautés urbaines qui les exercent, disons-le, avec des fortunes diverses. Pourtant, les maires mettent en avant nombre d'insuffisances à ce sujet. Les communes n'ont pas officiellement de police municipale. Les communes et les délégués du gouvernement n'ont aucune emprise sur la gestion foncière. Qu'on ait plus de pouvoir en matière de fiscalité locale. Toute la fiscalité locale est assise sur le centre. Les communes ne font qu'exécuter les décisions qui viennent du centre. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, on pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Je crois qu'il y a un sursaut d'honneur à faire pour que le financement de la décentralisation cesse d'être le ventre mou de cette décentralisation-là. Pour sa part, le ministre de la décentralisation souligne aussi des avatars, à son sens, partagés. En effet, de nombreuses faiblesses ont, au fil des ans, émaillé tant le processus même de transfert par les services centraux, des compétences et des ressources, que l'exercice par les collectivités territoriales décentralisées et dit transfert. Mais par-delà tous les griefs, le nerf de la guerre, dont la fiscalité, tient le haut du pavé pour souligner la fragilité actuelle des communes. Jusqu'à présent, les communes ne sont pas capables de prendre en charge les besoins élémentaires des populations, simplement parce que les communes n'ont pas la maîtrise de leur assiette fiscale. Reste pour d'autres la question même de l'opportunité de ces assises, pas forcément synonyme de l'implémentation de la décentralisation. On n'a pas forcément besoin des assises de cette taille pour implémenter la décentralisation. Parce qu'avant ces assises, les lois existaient. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces lois qui existaient? Parce que ça, c'est la question qu'il faut se poser. Comme quoi, la décentralisation au Cameroun reste frappée au coin d'un soupçon d'inefficacité. Pour illustrer les difficultés que rencontrent les communes, je vous invite
À suivre ce reportage réalisé dans l'arrondissement de Sa, un arrondissement qui peine à sortir du sous-développement. Le réseau routier souffre d'un déficit d'entretien pendant que l'exécutif municipal éprouve de son côté des difficultés à améliorer les conditions de vie des populations face à l'insuffisance des ressources financières. Les populations et l'exécutif municipal critiquent le système de décentralisation mis en vigueur au Cameroun. Reportage Élisée Bogba et Marcelin Gansop. L'arrondissement de Sa est le plus vieux du département de la Léquié. Et pourtant, il n'a pas bonne mine, malgré le poids de l'âge. Mais c'est une unité qui n'a pas progressé. Nous sommes restés l'arrondissement qui a été créé en 1936. Nous sommes au même endroit et nous pensons que c'est tout à fait légitime que si une éventuelle réorganisation administrative dans la région du centre venait à intervenir, que ça puisse enfin être également chez le département. C'est le cri de cœur des populations de ça que je ne pouvais pas m'empêcher de porter l'attention du gouverneur. L'une des difficultés auxquelles cet arrondissement fait face est l'enclavement. Le réseau routier local est dans un piteux état. Mais ce que nous constatons, c'est que au niveau régional, mais au niveau national, l'entretien n'est pas assuré. Quand je parle par exemple de la route Efoxa, Bangakoro, ça fait une quinzaine d'années qu'un engin n'a même pas gâté. Or, ces routes traversent la commune. Ce qui fait que c'est les populations de la commune de ça, par exemple, qui crient, qui souffrent. Mais c'est une épine dans la chaussure parce qu'en fait, quand les populations crient, les populations ne connaissent que le maire. Les populations ne connaissent pas que c'est une route nationale. Elle pose le problème d'enclavement. À cette difficulté s'ajoute l'insuffisance des ressources financières. L'exécutif municipal a plusieurs défis à relever, mais le nerf de la guerre fait défaut. Il y a un problème de moyens. De façon globale. À l'heure où nous parlons, la commune de ça, comme bien d'autres communes, attendent encore les centimes additionnels communaux du 3e trimestre 2018. Nous sommes au mois de février, deuxième mois du 1er trimestre 2019. Posez-vous la question comment fonctionnent donc les communes dans ces conditions. D'où l'appel à l'accélération du processus de décentralisation qui doit quitter les bureaux feutrés pour se matérialiser concrètement sur le terrain en dotant les communes de suffisamment de moyens pouvant leur permettre de résoudre les problèmes des populations. La décentralisation suppose le transfert des compétences et des ressources. Mais jusqu'à ce jour, les transferts en termes de ressources sont très timides. Parce qu'une commune comme ça, ça fait 10 millions de salaires par mois. Vous comprenez que au niveau d'une commune d'arrondissement, ce n'est pas facile de mobiliser un tel montant en dehors du fonctionnement régulier de la commune. En attendant, ça, en l'instar d'autres communes du Cameroun, peine à prendre place à bord du train du développement, malgré sa proximité avec la capitale politique du Cameroun. Restons dans le monde rural pour évoquer les difficultés que rencontrent cette fois-ci les jeunes, notamment les jeunes entrepreneurs agricoles, ceux qui se sont lancés dans les activités champêtres. Ils éprouvent eux aussi des difficultés liées au manque de financement pour améliorer leur productivité, mais aussi l'inaccessibilité aux engrais afin d'améliorer la qualité de la production agricole. C'est le constat que font Jacquino Molon et Gladys Sidier dans ce reportage. Le chef de l'État, dans l'un de ses discours à la jeunesse, appelait les jeunes Camerounais à se lancer dans l'agriculture, car la terre ne trompe pas. Un message suivi par les jeunes des zones rurales, comme celle de Djombe Penja, un véritable bassin de production agricole. Cependant, ces jeunes sont confrontés à de nombreuses difficultés dans la réalisation de leurs projets agricoles. Nous faisons dans la production des fruits, papaye solo, gouliade, solo américaine, poivre et orange. Un problème d'accès. Le foncier est un problème majeur pour nous les jeunes. L'accès foncier est tellement difficile. Et aussi les accompagnements. Parce que lorsque nous faisons l'effort d'être sur le terrain, on n'a pas d'accompagnement pour être en contact avec les intrants pour suivre. Et ça devient un peu difficile pour créer des produits de bonne qualité. Nous faisons l'agriculture dans l'arrondissement de Djombe Pendia. Le chef de l'État a demandé à toute la jeunesse en général de se lancer main et pieds liés dans l'agriculture. C'est que nous le faisons. Mais seulement nous racontons les difficultés. Terrains qui sont rares et même rarissimes. Parce que pour ceux qui louent, les terrains sont devenus très très chers. Et déjà pour ceux qui se battent pour pouvoir acquérir des terrains, nous sommes vraiment bloqués sur ce problème d'agriculture parce que les intrants coûtent
de plus en plus cher. Et vraiment, c'est une occasion de lancer un vivant appel au chef de l'État de revoir ce problème. Les jeunes agriculteurs n'ont pas accès aux terres, aux intrants et manquent surtout de subventions. Ndjoumbe Pendia, c'est une zone purement agricole. L'émergence, il faudrait que l'État s'y mette, il faut que l'État s'y intéresse. Si les engrais sont subventionnés, ça permettra à ce jeune qui entre dans l'agriculture de payer les intrants à bas prix et travailler avec. Il faut qu'on mette à leur disposition les outils agricoles. S'il n'y a pas ces outils, comment les jeunes vont-ils entrer dans l'agriculture s'ils ne sont pas accompagnés? Malgré la mise sur pied des programmes d'appui à la jeunesse rurale et les modalités d'obtention de financement, les problèmes des jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole demeurent. Évoquons à présent ce lancement de la fête de la jeunesse effectuée dans la région du centre. Le gouverneur qui a prôné auprès des jeunes les notions de vivre ensemble, des préservations de la paix. Paul Nasseri Beya qui a procédé au lancement également de la campagne de reboisement dans la région du centre. D'autres précisions avec Élisée Bokba et Marcelin Gransop. Par ce temps où les populations sont exposées aux affres des changements climatiques, le reboisement est devenu un impératif catégorique. Au lycée technique de Sa, dans le département de la Léquié, le gouverneur de la région du centre entretient la flamme de l'espoir en donnant le coup d'envoi d'une opération de reboisement portée par les autorités locales. Voilà, c'est bon comme ça. C'est l'un des temps forts du lancement des activités marquant la célébration de la 53e édition de la fête de la jeunesse. Nazeri Paul Beya saisit cette occasion pour inviter les jeunes de la région du centre à tourner le dos aux fléaux de toutes sortes et à s'investir dans la préservation de la paix et du vivre ensemble, mise à rude épreuve ces derniers temps. Qui saisit dans cette occasion pour travailler pour l'unité de ce pays, pour travailler pour le développement de ce pays, pour savoir que le chef de l'État pense à eux, puisque nous avons les jeunes qui sont maintenant dans l'administration publique, dans le gouvernement. Et les jeunes, on doit donc saisir cette opportunité qui est grande opportunité pour eux, plus que par le passé, pour travailler contre les maux qui minent ces pays, les maux qui divisent ces pays. Ils doivent travailler contre les vents et marées et savoir qu'un Camerounais reste Camerounais, soit anglophone ou francophone, dans le nord-ouest ou à l'extrême nord, nous sommes tous des Camerounais et que ces pays, on ne peut pas se développer sans la stabilité. Des propos corroborés aussi bien par le maire de la commune de Sa, le président régional du Conseil national de la jeunesse que le responsable du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Ce dernier va d'ailleurs attirer l'attention des jeunes sur les méfaits de la mauvaise utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un avant-goût de ce qui sera présenté le 11 février a clôturé les manifestations qui avaient pour cadre la place des fêtes de Sa. Après quoi, le gouverneur de la région du centre a procédé à l'inauguration des monuments symbolisant la peine que se donnent les parents pour assurer l'éducation de leurs enfants, lesquels se doivent en retour de briller par leur succès à l'école. Évoquons à présent cette réaction du conseil d'administration du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM qui s'inquiète de la dégradation du climat social et des menaces qu'elle fait peser sur le climat des affaires au Cameroun. Les dérives observées ces derniers jours dans les médias et les réseaux sociaux prennent la forme d'appels incessants à opposer les uns aux autres et dresser les communautés ethniques nationales, selon le GICAM, qui estime que ces dérives viennent s'ajouter aux graves difficultés nées du climat d'insécurité qui règne dans le pays. Le Cameroun n'a pas besoin de nouvelles crises, s'exprime ainsi le conseil d'administration du GICAM. Bien au contraire, le GICAM dit être attaché à la nécessité de participer à la création d'un espace propice au bon déroulement des affaires. Ces appels multiples à la violence qui heurtent l'appartenance du Cameroun à la nation, ils sont une entorse à l'idéal républicain. C'est un coup porté à nos consciences, exprime ainsi le GICAM, qui estime que ces dérives constituent une violation de l'attachement que le Cameroun porte aux valeurs de travail, aux efforts et la solidarité sur fond d'un communautarisme instrumentalisé par des stigmatisations d'une ou plusieurs communautés. Le GICAM qui appelle les chefs d'entreprise à ne pas céder à ces appels à la division et qu'ils soient les garants de la diversité et de la cohésion.
Le conseil d'administration du JICAM lance également un appel à tous afin que tout soit mis en œuvre dans le but de préserver l'environnement économique et social du Cameroun, qui est un atout et une spécificité camerounaise qui est considérée comme une composante majeure pour l'économie camerounaise qui la rend attractive auprès des investisseurs nationaux et internationaux. C'est un communiqué signé du conseil d'administration du groupement interpatronal du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat s'est rendu dans le Grand Nord afin d'évaluer les travaux des infrastructures qui doivent être construites pour abriter la prochaine CAN prévue cette fois-ci en 2021 au Cameroun. Et le ministre qui a une fois de plus interpellé les entreprises prestataires sur les retards observés dans certains chantiers en cours. Évocation notamment sur des chantiers en cours de réalisation du côté de Garoua avec Olivier Tchefo et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le délégué, quand je vous dis je vais à deux, vous allez à deux. Je vous ai dit j'allais à deux. Je sais ce que je fais. En visite sur les chantiers publics à Garoua, Célestine Ketia-Cortez ne badine sur aucun détail. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a fait le tour de la capitale régionale du Nord pour voir comment avancent les chantiers de construction et de réhabilitation des routes. Elle est également allée visiter les logements sociaux en construction à Boglé, dans l'arrondissement de Marois 3e. On règle le contour de la porte en tenant compte de la porte qu'on a sous la main. Maintenant, si vous ne réceptionnez pas après et qu'il faille changer, ça rallonge. Il vaut mieux peut-être pour la suite du projet que tout ce qui doit être utilisé sur le chantier soit pré-réceptionné. Je suis d'accord. Vous validez et vous voyez que c'est bien ça qui est mis. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat était également à Garoua pour les chantiers de la CAN, notamment celui de réhabilitation du stade Rumdé Adja. Le MINDU s'est par ailleurs montré préoccupé par le recrutement des jeunes dans ces différents chantiers et a interpellé les populations sur l'importance de s'intéresser à l'exécution de ces travaux. Une interpellation que Célestine Ketia-Cortez a parfois formulée dans l'une des langues locales, le Fufulde, pour se faire comprendre de tous. On cam à quartier on donne premier point observatoire gouvernance. To kam to la wolbe wadata bordu. On y est vi on war an fay. Tugal voday. Voilà non bani. Hein? Et il faut aussi que cette suivi qui s'occupe de la mobilisation citoyenne, Dédéju est là, il a un représentant ici. Le représentant chaque fois doit faire les réunions de quartier pour dire comment vous appréciez le travail. Le président l'a envoyé pour que dans le quartier, le plus près possible, que les enfants travaillent. Que les enfants travaillent, qui s'approprient le travail qui est en train d'être fait. Cette approche du ministre du Développement urbain et de l'Habitat est appréciée par l'Agence française de développement, partenaire de l'État, dans le projet C2D. Sur l'ensemble de nos projets, l'AFD est vraiment très sensible au fait qu'il y ait une appropriation des projets portés pour que la population comprenne à quoi servent ces projets et que ce ne soit pas uniquement un projet porté par l'État central, mais un projet porté par la population pour les populations. De manière globale, le taux d'exécution des travaux dans les chantiers à Garoua est de 67%. Parlons à présent des langues locales. Elles se meurent au Cameroun. La faute à cette montée des langues étrangères qui sont de plus en plus utilisées lors des échanges entre des personnes au Cameroun. Des linguistes qui affirment pourtant que le développement d'une nation passe par la promotion des langues maternelles, véritable socle de l'identité culturelle d'un pays. Des précisions avec Rodin Gassi et Aïk Cyril. À quoi servent encore les langues locales au Cameroun? La question se pose alors même qu'en plus du français et de l'anglais, les deux langues officielles, d'autres langues étrangères exercent une influence certaine sur la manière de s'exprimer. Les experts de la linguistique sont pourtant formels. Les langues locales constituent un moteur de développement pour chaque nation. Nous sommes dans ce contexte maintenant de mondialisation, de multilinguisme. Donc il est de plus en plus vital que nous pérennisions ces langues pour qu'elles soient toujours vivantes, utiles et qu'elles retrouvent leur valeur dans ce contexte. Parce que les gens se posent la question, est-ce que ça vaut encore la peine d'utiliser la langue maternelle? Alors que pour moi, je pense que la langue maternelle est vraiment là où se cache l'identité de tous les Camerounais. Et pour se positionner dans un monde changeant, il faut être fier de qui nous sommes.
Dire de la langue quelle est l'identité remarquable d'un peuple n'est pas exagéré. Mais la montée en puissance du camfranglais, par exemple, dans la partie francophone, et du Pidgin English dans la partie anglophone du Cameroun, traduit-elle l'échec de la CIL? La Société internationale de linguistique, selon l'une de ses nombreuses définitions, a pourtant pour mission la valorisation des langues locales. La langue est en pleine mutation, en permanence. Vous allez réaliser qu'il n'y a aucune langue dans le monde qui n'a pas d'emprunt. Et si vous prenez votre langue maternelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a même le français dans votre langue maternelle, qu'il y a même l'anglais dans votre langue maternelle, et qu'il y a même plus encore l'allemand. Dans le camfranglais, est-ce que le camfranglais c'est l'échec de la CIL? Non. Vous allez, de par le monde, vous allez trouver une langue dans plusieurs pays qui est comme le camfranglais. On parle d'une langue, par exemple, en Afrique de l'Est, qui est un mélange du swahili et de l'anglais. Présente au Cameroun depuis 1969, CIL Cameroun, filiale de CIL International, qui compte à son actif, entre autres réalisations, 2 traductions de la Bible en langue locale, célèbre son cinquantenaire en cette année 2019. Occasion de revisiter le passé et de se projeter sur l'avenir. L'un des moments clés de cette célébration a été la double conférence organisée à l'Université de Yaoundé 1, notamment au département de langues africaines et linguistiques. La série noire des incendies se poursuit dans la capitale économique du Cameroun. Les flammes se sont déclenchées dans des appartements situés dans une banlieue du 5e arrondissement de Douala. Presque tout a été consumé. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le récit des faits avec Steve Eboulet et Isabelle Carole Zoupet. Tout a été réduit en cendres dans ces 2 appartements au dernier niveau de cet immeuble situé au quartier Lokpom, si à Douala. L'incendie a tout consumé sur son passage en l'absence des habitants de ces 2 appartements partis très tôt pour leurs occupations quotidiennes. Les voisins qui ont vu l'incendie se propager racontent. Ça c'est seulement venu comme ça, on ne sait pas comment l'origine du feu est donc arrivée. Donc dès qu'on à travers alors la fumée qui sort, on a découvert alors comment ça se brûlait. Donc le propriétaire est déjà allé au travail, non il n'y avait personne. Arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers réussissent à étouffer les flammes malgré toutes les difficultés, notamment l'accès à l'immeuble. Le feu partant d'un appartement se propage à l'appartement voisin. Maintenant, pour aller d'un appartement à l'autre, il faut descendre totalement l'escalier, aller en bas pour remonter à l'autre placement, à l'autre appartement. Ce qui veut dire clairement que les dispositions constitutives n'ont pas été respectées. S'ils étaient respectés, on n'a pas fait tout ce... La première chose, on n'a pas à descendre d'un immeuble de 4 niveaux pour aller jusqu'en bas pour reprendre l'escalier, l'autre escalier, pour aller sur l'autre appartement. Ou alors, il devait empêcher totalement toute propagation d'un appartement à l'autre, sachant qu'on ne peut pas transiter d'un appartement à l'autre lors de l'intervention. Ça, c'est des dispositions constitutives qui n'ont pas été respectées. Là, on constate en même temps que la gaine technique de l'immeuble n'est pas aussi protégée. Ce qui veut dire qu'on peut facilement avoir des propagations allant d'une gaine d'un appartement à l'autre, même à travers les gaines bougies incendies qui manquent dans tout ce quartier. Jusqu'ici, les habitants ne cessent de s'interroger sur les causes réelles et les circonstances de cet incendie qui a tout ravagé sur son passage, laissant 2 familles sans abri. Partons à l'étranger pour évoquer cette première tournée africaine de Félix Tshisekedi, le président congolais nouvellement élu il y a quelques semaines. Il doit s'exprimer et échanger avec son homologue kenyan, mais avant il était en Angola, là où il a défendu la légitimité et la légalité de son élection à la tête du Congo-Kinshasa. D'autres précisions avec Eric Marcian-Djomo. Un entretien à huis clos avec le président angolais et un déjeuner officiel ont meublé l'agenda de la visite du nouveau président congolais mardi à Luanda. Devant les hommes de médias, Yao Lorenzo, le président angolais, a félicité son homologue congolais pour son élection. Une posture qui contraste avec celle adoptée au lendemain de la publication des résultats. Le président angolais et quelques pairs avaient émis des doutes sur les résultats, demandant à la Cour constitutionnelle congolaise de surseoir à la proclamation définitive.
Il a plaidé pour le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola, car une nouvelle page bilatérale s'ouvre désormais. Félix Tshisekedi a pour sa part reconnu que le scrutin du 30 décembre en République démocratique du Congo avait connu quelques imperfections et quelques irrégularités. Plus important, il a salué l'alternance pacifique et historique observée en RDC. Il dit avoir tendu la main à Martin Fayulu et opte pour l'apaisement et la pacification. Pour preuve, dit-il, le dernier meeting de Martin Fayulu a été autorisé et retransmis en direct à la télévision nationale congolaise. En attendant de former son premier gouvernement, il a engagé cette première tournée sous-régionale avec 27 personnes, dont plusieurs ministres du gouvernement Kabila. Après l'Angola, Félix Tshisekedi a mis le cap sur Nairobi au Kenya. Question de remercier Uhuru Kenyatta qui était le seul chef d'État étranger présent lors de son investiture. La tournée sous-régionale s'est achevée ce mercredi par Brazzaville. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Exacerbation du tribalisme, le JICAM monte au créneau. Réuni en conseil d'administration, le groupement interpatronal du Cameroun dénonce cette instrumentalisation des communautés ethniques stigmatisées dans les médias et les réseaux sociaux et s'inquiète de ce climat social qui se dégrade et qui n'est pas du tout bon pour le climat des affaires. Le JICAM, réuni en conseil d'administration, qui appelle les chefs d'entreprise à promouvoir le vivre ensemble et à être les garants de la cohésion au sein de leurs entreprises, mais aussi le JICAM qui appelle tous les Camerounais à préserver l'environnement économique et social qui sont une spécificité camerounaise qui est le socle de l'attractivité pour les investisseurs internationaux. Et le JICAM qui estime que cette diversité camerounaise doit être portée au sein de l'intégration nationale afin de promouvoir le vivre ensemble. Après une dizaine de jours après sa prestation de serment, Félix Tshisekedi Tshilombo entame une tournée africaine par Luanda. Il était en Angola afin de remercier le président angolais qui justement là, a soutenu cette transition démocratique vécue au Congo-Kinshasa. Et là-bas, il a répondu à des questions précises concernant la légitimité et la légalité de son élection à la tête de son pays. Et vous l'avez suivi, il estime qu'une nouvelle ère démocratique souffle sur le Congo-Kinshasa. La preuve, le meeting de son principal adversaire, Martin Fayulu, a été retransmis sur la télévision congolaise. Aucune interdiction n'a été faite lors de ce meeting de Martin Fayulu, lui qui tend la main à l'opposition congolaise afin de construire ce pays. Il doit être ce soir au Kenya afin d'échanger avec Uhuru Kenyatta, seul chef d'État présent lors de l'investiture de Félix Tshisekedi il y a quelques jours. Pour vous, Cédric Noufélé, ça veut dire que Martin Fayulu a pris acte de l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo. Lors de son dernier meeting, Serge Alain, il a appelé ses partisans à une résistance pacifique, se présentant toujours comme le président de ce pays. Pourtant, la Cour constitutionnelle l'a débouté, reconnaissant les résultats de la CENI qui confirment que Félix Tshisekedi est le 5e président de la République démocratique du Congo. Mais on retient une chose, c'est que son meeting a été autorisé sur la télévision publique congolaise. Voilà, merci. C'est donc l'essentiel, madame, monsieur. Qu'il en soit, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite et qu'il en soit, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos deux gladiateurs.